Pendant longtemps, le nom de Anne Sylvestre a évoqué une douceur familière, une voix calme, presque maternelle, des chansons qui semblaient flotter dans l'air comme des berceuses, accompagnant l'enfance de plusieurs générations. Pour beaucoup, elle incarnait la tendresse, l'innocence, la poésie simple, une artiste rassurante, presque intemporelle. Mais cette image, aussi vraie soit-elle en surface, ne raconte qu'une infime partie de son histoire. Car derrière cette voix apaisante se cachait une femme forgée par le silence, par la honte imposée, par la perte et par une lucidité précoce face à la cruauté du monde. Une femme qui a grandi dans l'ombre d'un secret politique, qui a appris très jeune que certaines vérités pouvaient vous isoler et que le mutisme pouvait devenir une stratégie de survie. Anne Sylvestre n'a jamais été seulement une chanteuse pour enfants. Elle a été une survivante, une observatrice aiguë de la condition humaine, une autrice qui a osé écrire ce que d'autres préféraient taire. Son parcours est celui d'une enfant marquée par l'absence, devenue une artiste qui refusait la complaisance. Celui d'une jeune femme entrant dans un milieu musical dominé par les hommes, décidée à ne pas se plier aux rôles attendus. Celui d'une créatrice qui a payé cher sa liberté de parole, mais qui n'a jamais renoncé à dire juste. Très tôt, elle comprend que le monde n'est pas équitable, que la société peut détourner le regard, que les femmes sont souvent priées de sourire plutôt que de penser, de se taire plutôt que de dénoncer. Et pourtant, elle choisira toujours les mots, même quand ils dérangent, même quand ils ferment des portes. Son œuvre adulte, souvent éclipsée par le succès immense de ses chansons pour enfants, est traversée par des thèmes lourds, la guerre, la solitude, la domination, la maternité contrainte, le corps féminin, la vieillesse, la violence sociale, l'abandon. Elle écrit sur ce que vivent les femmes quand personne ne veut écouter. Elle écrit sur l'attente, sur l'injustice, sur la dignité, et elle le fait sans cri, sans slogan, avec une précision presque chirurgicale. Son courage ne fut jamais spectaculaire. Il fut constant. Elle ne cherchait pas à provoquer. Elle cherchait à être honnête. Tout au long de sa carrière, elle refusera d'être enfermée dans une case. Trop sérieuse pour le divertissement facile. Trop populaire pour être ignorée. Trop indépendante pour être contrôlée. Cette position inconfortable la placera souvent en marge, parfois volontairement, souvent par exclusion. Elle connaîtra la reconnaissance, mais tardive. Elle connaîtra l'amour du public, mais fragmenté. Elle connaîtra la solitude, même entourée. Et pourtant, elle continuera. Elle continuera à écrire, à monter sur scène, à transmettre, à soutenir les jeunes artistes, à défendre les voix fragiles, à croire que la chanson peut encore porter du sens. Son histoire est aussi traversée par des tragédies personnelles profondes. La disparition d'un frère, une enfance sous surveillance morale, un combat contre la maladie, puis, bien plus tard, la perte insoutenable de son petit-fils lors de l'attentat du Bataclan Attack. Chaque épreuve laissera une trace. Chaque blessure affinera son regard. Anne Sylvestre n'a jamais mis sa douleur en vitrine. Elle l'a transformée en langage. Elle croyait que les mots pouvaient tenir un corps debout quand tout vacille. Elle croyait que chanter, parfois, était une forme de résistance. Ce documentaire n'est pas seulement le récit d'une carrière artistique. C'est l'histoire d'une femme qui a appris très tôt que se taire pouvait tuer à petit feu et qui a choisi de parler doucement, fermement, durablement. C'est l'histoire d'une enfant née dans la honte collective, devenue une voix essentielle de la chanson française. C'est l'histoire d'une artiste qui n'a jamais cherché à être un symbole, mais qui est devenue, malgré elle, un repère moral. Aujourd'hui encore, ces chansons continuent de circuler. Elles vivent dans la mémoire de ceux qui ont grandi avec ces fabulettes. Elles résonnent chez celles et ceux qui ont découvert plus tard ces textes adultes. Elles traversent les générations parce qu'elles n'ont jamais été écrites pour flatter leur époque. Dans cette série, nous allons parcourir sa vie étape par étape. Son enfance marquée par le secret. Ses débuts dans les cabarets. Son combat pour exister comme autrice. Son féminisme sans concession. Son exclusion médiatique. Son indépendance artistique. Ses blessures intimes. Et l'héritage immense qu'elle laisse derrière elle. Pas pour la mythifier, mais pour comprendre comment une voix apparemment douce peut porter autant de vérité. Une enfance construite sur le silence et la honte. Avant d'être la voix que la France apprendrait à aimer, Anne Sylvestre fut d'abord une enfant plongée dans un monde d'adultes où l'on ne disait pas tout, où certains mots étaient interdits, et où la vérité devait rester enfouie pour protéger ce qui restait de normalité. Elle naît sous le nom d'Anne-Marie-Thérèse Beugras le 20 juin à Lyon. Dès ses premières années, sa vie est marquée par un héritage invisible mais écrasant, celui d'un père compromis avec l'histoire. Son père, Albert Beugras, n'est pas un homme ordinaire pris dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. Il est l'un des proches collaborateurs de Jacques Doriot,
figure centrale du fascisme français pendant l'occupation allemande. Pour Anne, ce contexte politique n'est pas une abstraction. Ce n'est pas un chapitre de manuel scolaire. C'est une réalité intime, brutale, quotidienne. À la Libération, son père est arrêté. Condamné à mort, il voit finalement sa peine commuée en détention. Il passera de longues années en prison, notamment à prison de Fresnes. Pour la petite Anne, cela signifie une disparition soudaine, un père qui s'évanouit derrière des murs et un silence qui s'installe dans la maison. Très vite, elle comprend que ce sujet est tabou. À l'école, elle est mise à part. Elle ressent ce qu'elle décrira plus tard comme une quarantaine morale. Les autres enfants gardent leur distance. Les enseignants la regardent différemment. Elle n'est plus seulement une élève, elle devient la fille d'eux. Une enfant portant une faute qui n'est pas la sienne. Quand sa famille se rend au parloir, on lui demande de mentir. On lui dit qu'ils vont ailleurs. On lui interdit de prononcer le nom de la prison. Le silence n'est pas une option, c'est une règle de survie. Très tôt, Anne apprend que certaines vérités coûtent cher. Comme si cela ne suffisait pas, un autre drame vient fracturer son enfance. Son frère Jean part en Allemagne aux côtés de leur père et ne revient jamais. Son corps ne sera jamais retrouvé. Il disparaît sans explication, sans tombe, sans conclusion. Anne l'attend. Elle l'attend longtemps, trop longtemps. Même lorsque la raison suggère qu'il ne reviendra pas, elle continue d'espérer. Cette attente devient une présence fantôme dans sa vie, une absence constante, un vide sans contour. Ce deuil sans résolution s'inscrit profondément en elle, et plus tard, sans qu'elle le formule explicitement, on retrouvera cette empreinte dans ses chansons, l'attente, la perte, les questions sans réponse. Ces thèmes ne sont pas des concepts littéraires pour elle, ce sont des souvenirs. Malgré tout, Anne aime son père. C'est là l'une des contradictions les plus douloureuses de son histoire. Elle porte en elle à la fois l'affection et la honte, la loyauté et la colère. Elle ne parvient jamais à réconcilier ces sentiments opposés. Elle comprend que son père a fait des choix terribles, mais elle ne cesse jamais d'être sa fille. Des années plus tard, lorsqu'il sort de prison, elle choisit de ne pas l'interroger. Non pas par indifférence, mais parce qu'elle veut lui laisser une forme de paix. Bien plus tard encore, elle confiera que si elle avait pu lui parler une dernière fois, elle lui aurait simplement demandé comment il avait pu faire ses choix. Pas avec haine, avec la voix d'une enfant devenue adulte qui porte encore les conséquences. Ce conflit intérieur façonne Anne bien avant qu'elle n'écrit la moindre chanson. Elle comprend très jeune que la société peut détourner le regard, que la vérité peut isoler, que le silence peut être imposé par la peur. Mais au lieu de la rendre muette, ces leçons la rendent précise. Elle observe, elle mémorise, elle apprend à peser les mots. Son enfance ne lui apporte pas le réconfort, elle lui apporte la lucidité. Et cette lucidité la placera plus tard en décalage avec un monde qui préfère souvent des femmes aimables, dociles et discrètes. Quand elle s'installe à Paris et abandonne ses études de lettres pour se consacrer à la chanson, elle a déjà compris quelque chose d'essentiel. Les mots peuvent blesser, mais ils peuvent aussi survivre. Ils peuvent traverser le temps. Ils peuvent porter ce que la parole directe n'a pas le droit d'exprimer. La musique ne sera pas pour elle une fuite. Ce sera un outil, une manière maîtrisée de dire sans être écrasée. Ce passé lourd explique aussi sa posture future, son refus des raccourcis, son rejet des slogans, sa méfiance vis-à-vis des catégories. Elle sait ce que coûte l'étiquetage. Elle sait ce que produit la stigmatisation. Elle a grandi dedans. Déjà, enfant, elle comprend que l'on peut être puni pour ce que l'on n'a pas fait. Alors elle décide, sans encore le formuler, qu'elle ne trichera pas. Plus tard, quand elle écrira sur l'absence, sur la solitude, sur la condition des femmes, sur la violence silencieuse, elle ne parlera jamais depuis une tour d'ivoire. Elle parlera depuis un vécu ancien, depuis une enfance traversée par la honte collective et la loyauté impossible. Cette période force son rapport au monde. Elle ne cherche pas à être aimée à tout prix. Elle cherche à être juste. Et cette exigence naît ici, dans cette enfance fracturée, faite de couloirs de prison, de mensonges nécessaires, d'attentes interminables et d'un amour impossible à simplifier. Avant d'être une artiste, Anne Sylvestre est une survivante émotionnelle. Et c'est cette survivance qui deviendra, plus tard, la colonne vertébrale de toute son œuvre. Trouver une voix dans un monde qui ne voulait pas l'entendre. Quand Anne Sylvestre arrive à Paris à la fin des années 1950, elle n'a rien d'une future célébrité. Elle est jeune, discrète, presque effacée. Elle abandonne ses études de lettres sans tapage, sans déclaration dramatique. Ce choix n'est pas un coup de tête. C'est une décision lente, mûrie dans le silence. Elle sait déjà que les mots seront au centre de sa vie. Reste à trouver la forme qui leur permettra d'exister sans être étouffée. À cette époque,
Le paysage musical français est dominé par des figures masculines, par une culture du cabaret exigeante, parfois cruelle, où l'on ne pardonne ni l'approximation ni la faiblesse. Pour une femme qui écrit ses propres textes, la place est étroite. On attend d'elle qu'elle interprète, pas qu'elle pense, qu'elle séduise, pas qu'elle dérange. Anne, elle, ne correspond à aucun de ces cadres. Ses premières scènes ne sont pas prestigieuses. Elle chante devant des marins, devant des étudiants, notamment dans le cadre de l'école de voile des Glénans. Elle ne cherche pas à percer. Elle chante pour être entendue, pour éprouver ses textes, pour comprendre ce que ces mots provoquent dans un regard, dans un silence, dans une respiration retenue. Un jour, quelqu'un lui suggère de passer une audition auprès d'une directrice de cabaret. Elle mettra près d'un an à trouver le courage d'y aller. Quand elle se décide enfin, elle chante tout son répertoire d'un seul souffle, sans stratégie, sans mise en scène, simplement elle-même. Elle est engagée immédiatement. Commence alors pour elle une immersion dans l'univers intime et impitoyable des cabarets parisiens. Elle se produit notamment aux Les Trois Baudets, puis dans d'autres salles modestes mais influentes. Là-bas, il n'y a pas d'artifice, pas de production massive, pas de protection. Une chanson doit tenir debout seule, portée uniquement par la voix et la sincérité. Anne survit à cet environnement parce qu'elle ne triche jamais. Elle monte sur scène avec sa guitare, livre ses textes sans emphase, sans théâtre inutile. Sa voix est retenue, presque fragile, mais son écriture est tranchante. Le public le sent immédiatement. En quelques secondes, on comprend qu'elle ne joue pas un rôle. Très vite, la radio commence à s'y intéresser. Les auditeurs reconnaissent quelque chose d'inhabituel chez elle, une intelligence émotionnelle rare, une pudeur alliée à une précision presque chirurgicale. Ses premières chansons ne reposent pas sur des arrangements à la mode, ni sur une exubérance vocale. Elles reposent sur les mots. Déjà, elle écrit sur l'absence, sur les femmes laissées derrière par la guerre, sur la solitude, sur la douleur silencieuse. Ce ne sont pas des thèmes populaires, mais ils sont vrais. Les critiques commencent à la comparer à Georges Brassens, non parce qu'elle l'imite, mais parce qu'elle partage avec lui une même exigence, ne jamais flatter l'auditeur. Comme lui, elle fait confiance au langage. Comme lui, elle laisse cohabiter la tendresse et l'ironie. Quand Brassens lui-même salue publiquement son travail, ce n'est pas un geste de courtoisie. C'est la reconnaissance d'un auteur envers une autre autrice. Un moment discret, mais fondateur. Sa carrière s'accélère. Elle enregistre régulièrement. Elle reçoit des distinctions pour ses textes. Elle est invitée dans des salles prestigieuses comme Bobino ou l'Olympia, non comme une curiosité féminine, mais comme une autrice-compositrice prise au sérieux. Pourtant, en parallèle de cette reconnaissance, un autre chemin s'ouvre presque par hasard. Au début des années 1960, Anne commence à écrire pour les enfants. Ses chansons sont ludiques, pleines d'humour, mais jamais simplistes. Elle refuse de parler aux enfants comme à des êtres inférieurs. Elle leur offre des histoires intelligentes, des mélodies fines, une vraie richesse émotionnelle. Ses chansons deviendront les célèbres fabulettes et elles connaîtront un succès immense. Les parents lui font confiance. Les enseignants les utilisent. Les enfants grandissent avec sa voix. Très vite, elle devient pour le grand public la chanteuse des enfants. Et c'est là que naît la fracture. Car pendant que ces fabulettes envahissent les foyers, son travail pour adultes bien plus sombre, bien plus politique passe au second plan. Sans qu'elle ait voulu, elle est enfermée dans une image rassurante, celle de la femme douce, maternelle, inoffensive. Une image confortable, mais profondément incomplète. En coulisses, Anne écrit des textes de plus en plus directs, de plus en plus exigeants. Elle parle de conditions féminines, de désir, de travail invisible, d'injustice sociale. Elle sent monter en elle une impatience ancienne, celle de l'enfant qu'on avait mis à l'écart, celle de la jeune femme qu'on réduit à un rôle. Elle comprend qu'elle est à nouveau en train d'être enfermée. Et cette fois, elle refuse. Elle a déjà appris, très tôt, ce que cela signifie d'être étiquetée, d'être regardée à travers une seule facette. Elle ne laissera pas l'histoire se répéter sans résistance. Cette tension entre ce que le public voit et ce qu'elle crée réellement devient centrale dans sa vie. Elle se retrouve tiraillée entre un immense succès populaire et une œuvre adulte que l'industrie préfère ignorer. Mais Anne Sylvestre ne cherche pas le confort. Elle cherche la cohérence. Elle commence alors à préparer ce qui sera le tournant le plus radical de sa carrière. Elle sait que parler clairement lui coûtera cher. Elle sait que certaines portes se fermeront. Mais elle sait aussi que se taire serait une autre forme de trahison. Et fidèle à ce qu'elle est depuis l'enfance, elle choisit une fois de plus les mots, même s'ils dérangent. Les chansons que la société ne voulait pas entendre.
Au début des années 1970, Anne Sylvestre arrive à un point de rupture intérieure. Pendant plus d'une décennie, elle a accepté cette étrange coexistence entre ses chansons pour enfants, devenues extrêmement populaires, et son œuvre pour adultes, beaucoup plus exigeante, maintenue dans une semi-discrétion. Mais quelque chose change. Le monde évolue, lentement. Les mouvements sociaux émergent. Les femmes commencent à prendre la parole publiquement. Et Anne ressent une urgence nouvelle, presque physique, à dire les choses sans détour. Ce n'est pas un simple virage artistique. C'est un choix moral. Elle comprend qu'elle ne peut plus se contenter d'écrire à demi-mot. Elle ne veut plus que ses textes les plus importants restent cantonnés aux marges. Elle ne veut plus être perçue comme une voix rassurante alors qu'elle porte en elle des vérités qui dérangent. Alors elle publie une chanson qui va bouleverser durablement sa trajectoire. Non, tu n'as pas de nom. Ce titre aborde l'avortement avec une franchise presque inimaginable pour l'époque. Nous sommes avant la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en France. Le sujet est entouré de peur, de honte, de jugements moraux et d'un silence institutionnalisé. Les femmes vivent ces expériences seules, souvent dans la clandestinité, sans langage collectif pour nommer ce qu'elles traversent. Anne Sylvestre ne crie pas. Elle ne moralise pas. Elle raconte. Avec une retenue bouleversante, elle décrit l'expérience du point de vue de celles qui la vivent. Elle parle du vide, de la solitude, de la décision imposée par les circonstances. Elle ne transforme pas la douleur en slogan. Elle la rend visible. Cette douceur est précisément ce qui rend la chanson insupportable pour beaucoup. Les réactions sont immédiates. Les radios refusent de la diffuser. Les émissions de télévision cessent de l'inviter. Certains critiques parlent de provocation. D'autres jugent le sujet inapproprié. Mais pendant que les médias se détournent, les femmes, elles, écoutent. Elles se reconnaissent. La chanson circule malgré tout, de disque en disque, de main en main, de conversations intimes en confidences murmurées. Elle devient un repère silencieux pour toute une génération. Des années plus tard, on reconnaîtra qu'elle a profondément marqué Simone Veil dans son combat pour faire adopter la loi légalisant l'avortement. À l'époque pourtant, Anne en paie le prix fort. Elle est progressivement effacée des grands circuits médiatiques. Plutôt que de reculer, elle avance. Elle écrit « Une sorcière comme les autres », un texte qui démontre des siècles de stéréotypes sur les femmes, l'âge, la différence, le pouvoir. Elle y refuse l'idée qu'il faudrait correspondre à un modèle pour mériter le respect. Elle y revendique la pluralité des identités féminines. Puis viennent d'autres chansons. Elle écrit sur le travail domestique invisible, sur le désir féminin, sur les corps jugés, sur la violence sociale, sur les rôles imposés. Des titres comme « La vaisselle »,« Mon mystère »,« Rose » ne cherchent pas à rassurer. Ils exposent. Son féminisme n'est pas théorique. Il est vécu. Il est précis. Il est parfois brutal. Paradoxalement, Anne Sylvestre refuse pourtant l'étiquette de « chanteuse engagée ». Elle déteste les catégories qui simplifient l'intention. Pour elle, écrire n'est pas de l'activisme au sens militant. C'est une responsabilité humaine. Elle dira plus tard que se taire face à l'injustice revient à collaborer avec elle. Dans l'une de ses chansons, elle critique ouvertement la manière dont l'engagement sert souvent à classer et à écarter les artistes, surtout les femmes, comme si leurs paroles devenaient soudain suspectes et qu'elles sortent du cadre attendu. L'industrie musicale, elle, ne sait plus quoi faire d'elle. Elle est trop sérieuse pour être vendue comme un simple divertissement, trop populaire pour être totalement ignorée, trop indépendante pour être contrôlée. En 1971, elle se retrouve sans producteur. De fait, elle est mise à l'écart. Pendant près de 2 ans, elle disparaît du courant dominant, non pas par choix personnel, mais par exclusion structurelle. Les portes se ferment, les invitations cessent. Son nom s'efface progressivement des programmations. Pour beaucoup d'artistes, ce serait la fin. Pour Anne Sylvestre, ce sera une renaissance. Lorsqu'elle revient sur scène au début des années suivantes, la réponse du public est massive. Les salles se remplissent. Les gens viennent précisément pour entendre ce que d'autres refusent de diffuser. Cette réaction lui donne le courage d'un geste radical. Elle crée sa propre maison de disques. À cette époque, une telle décision est presque impensable pour une femme, et encore plus pour une artiste écrivant des textes politiquement sensibles. En prenant le contrôle de sa production, Anne reprend quelque chose qu'on lui avait refusé dès l'enfance, l'autonomie sur sa propre trajectoire. À partir de ce moment-là, son œuvre ne s'adoucit pas. Elle s'approfondit. Elle tourne sans relâche. Elle construit un public fidèle. Elle continue d'écrire sur la guerre, la pauvreté, la domination, l'hypocrisie sociale, sans jamais sacrifier l'élégance musicale.
Elle ne cherche pas à choquer. Elle cherche à être juste. Mais le prix reste élevé. La télévision l'invite rarement. Quand elle le fait, c'est souvent à contre-cœur. Les médias préfèrent parler de ses chansons pour enfants, comme si reconnaître son œuvre adulte obligeait à regarder en face des réalités inconfortables. Anne comprend parfaitement ce mécanisme. Elle l'accepte sans amertume, mais jamais sans lucidité. Elle sait désormais que dire la vérité ne garantit pas les applaudissements. Cela garantit seulement l'intégrité. Et pour elle, cela suffit. Les blessures intimes derrière la voix publique, derrière la présence calme de Anne Sylvestre sur scène, derrière cette voix posée et cette écriture d'une précision presque clinique, se cache une vie privée façonnée davantage par l'endurance que par le confort. Elle n'a jamais cultivé le mystère pour séduire. Elle a simplement refusé de transformer sa douleur en spectacle. Ceux qui la connaissaient intimement savaient que la force émotionnelle de ses chansons venait d'une capacité rare à observer, à absorber, puis à transformer l'expérience en langage. Elle ne mettait pas sa vulnérabilité en vitrine. Elle la travaillait, patiemment, jusqu'à ce qu'elle devienne partageable sans être indécente. Dans ses premières années de carrière, son mariage avec le contrebassiste Henri Drou représente à la fois un partenariat affectif et un ancrage artistique. Il l'accompagne sur scène, partage la rigueur des tournées, comprend ses silences, respecte ses exigences. Ensemble, ils construisent un espace où sa voix peut se développer sans pression de conformité. Mais Anne Sylvestre n'a jamais bâti son identité autour d'un modèle domestique traditionnel. Elle protège farouchement son indépendance. Elle a compris très tôt combien la vie d'une femme pouvait être définie par les choix des autres. Combien l'amour pouvait devenir une cage si l'on n'y prenait pas garde. Pour elle, aimer n'a jamais signifié se dissoudre. Elle refuse l'idée qu'un couple implique une disparition de soi. Cette posture n'est pas idéologique. Elle est existentielle. Elle vient de cette enfance où elle n'avait pas choisi ce qui lui arrivait, où elle avait été façonnée par des décisions extérieures. À l'âge adulte, elle ne veut plus subir. Sur scène comme dans la vie, elle reste maîtresse de son rythme. Elle travaille beaucoup. Elle tourne énormément. Les kilomètres s'accumulent. Les hôtels se ressemblent. Les repas pris à la hâte deviennent la norme. Ce mode de vie, elle l'accepte sans se plaindre, mais il laisse des traces. La fatigue devient une compagne silencieuse. Pourtant, elle ne ralentit pas. Elle continue d'écrire, de répéter, de se produire, même lorsque son corps lui envoie des signaux d'alerte. Elle croit profondément que créer est une forme de résistance, que tant qu'elle peut écrire, elle peut tenir. Cette conviction devient encore plus forte après son combat contre le cancer. Elle traverse cette maladie sans dramatisation publique. Pas de mise en scène, pas d'annonce solennelle. Mais intérieurement, cette confrontation avec la mortalité transforme son rapport aux mots. Elle comprend que l'écriture n'est plus seulement un moyen d'expression. C'est un acte de survie. Dans une chanson composée après cette période, elle dira que les mots peuvent maintenir un corps debout quand plus rien d'autre n'y parvient. Ce n'est pas une figure de style. C'est un constat. À partir de là, chaque phrase compte davantage. Chaque texte devient une trace. Elle écrit avec une conscience accrue du temps qui passe. Elle ne cherche pas à produire plus. Elle cherche à produire juste. En parallèle, elle doit composer avec une visibilité médiatique de plus en plus réduite. Les grandes émissions de télévision l'invitent rarement, et quand cela arrive, l'atmosphère est souvent inconfortable. À plusieurs reprises, ses interventions sont éclipsées par le comportement tapageur d'artistes masculins, transformant des échanges réfléchis en divertissements creux. Ces épisodes la blessent, mais ne la surprennent pas. Et voilà, le parcours de Anne Sylvestre nous rappelle une chose essentielle. On peut traverser une vie entière sans jamais renoncer à sa vérité. Elle n'a pas cherché la gloire facile. Elle a choisi la sincérité, la liberté et le courage de dire ce qui dérange. Son histoire nous montre que chaque voix compte, même quand elle tremble, surtout quand elle tremble. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager autour de toi, parce que ces histoires méritent de vivre encore. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens le plus de son parcours. À très bientôt pour une nouvelle histoire.